Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro, la radio libre et rebelle du MAS, et qui par ailleurs diffusée sur Radio Bandiera Nera tous les vendredis soirs, vous le savez, et ensuite en podcast sur notre site. Alors ce soir, de nouveau, une émission en studio volant, avec tout ce que ça implique de contraintes au niveau du son. En même temps, vous êtes peu nombreux à vous être plaints sur celle de la semaine dernière, donc c'est qu'a priori c'est pas si pénible que ça. Et donc on continue. De toute façon, vous le savez bien, on n'a pas d'autre choix. Notre studio a été détruit il y a maintenant 15 jours et il ne risque pas d'être construit d'ici tôt. Donc pour quelques semaines, quelques mois, nous espérons le plus rapidement possible, nous serons dans ces contraintes-là techniques. Par ailleurs, il est évident que le mouvement de solidarité que vous avez pu développer les uns et les autres, en particulier financièrement, va évidemment nous aider à abréger vos souffrances et les nôtres, pour essayer d'avoir de nouveau un studio digne de ce nom, avec des conditions d'enregistrement dignes de ce nom aussi. Alors ce soir, une émission un peu particulière. Bon, d'une part parce qu'elle est préenregistrée, puisque nous enregistrons le samedi 8 mars, et que Méridien Zéro sacrifie à cette... J'allais dire cette tradition, pas du tout, ce n'est pas une tradition, c'est tout au plus un leurre ou une de ces innombrables journées internationales décrétées par l'ONU et qui est célébrée à droite et à gauche par des gens qui, généralement, le reste du temps, se moquent assez royalement de ce qui peut être célébré cette journée-là. Et donc nous enregistrons aujourd'hui, Journée internationale des droits des femmes, avec des camarades militantes sur le thème de l'engagement au féminin et de l'engagement, évidemment, dans nos milieux. Alors, on le sait, c'est une thématique qui est relativement périphérique pour un certain nombre des auditeurs ou d'une façon générale qui est caricaturée par nos adversaires, puisque généralement nous sommes présentés comme des mouvements hyper masculins, évidemment très machistes, qui fouleraient au quotidien, et s'ils en avaient la possibilité, les droits des femmes aux pieds, qui battraient leurs femmes, évidemment, ça va de soi. Et donc, évidemment, toute la réalité contredit cet élément. On rappellera juste que la présidente du plus gros parti national de France est une présidente, justement, qu'un petit peu partout, dans une mouvance au sens très très large, en Europe, on a des femmes qui dirigent des mouvements qui sont considérés comme nationalistes ou qualifiés par leurs adversaires d'extrême droite, même si pour notre part, ça va sans dire, nous récusons évidemment cette appellation. Et donc rien pour nous d'extraordinaire à faire cette émission. Simplement, il est vrai que depuis toujours, on va dire, en tout cas depuis très longtemps, les femmes occupent peut-être numériquement une place peut-être un peu moindre en effet dans nos mouvements. C'est vrai que très souvent, ça se voit dans les manifestations, ça se voit dans les meetings, la proportion masculine y est plus nombreuse. En même temps, les choses changent. Et nous sommes assez heureux pour notre part au MAS d'avoir un certain nombre de camarades militantes qui ont toute leur place et qui prennent toute leur place. Et donc c'est justement sur les raisons de cet engagement, les modalités de cet engagement que nous allons nous pencher ce soir. Alors autour de la table avec moi pour parler, alors je ne commencerai pas par ces camarades, ces demoiselles, je vais commencer juste pour le coup par la minorité visible de ce soir, à savoir un homme, et donc Alexandre. Bonsoir. Ensuite, Louise. Bonsoir. Ensuite, Alaïs. Bonsoir. Et enfin, Marie. Bonsoir. Alors, petite présentation de ce tour de table. Donc, on va de nouveau recommencer par Alexandre. Donc, Alexandre, vous êtes le rédacteur en chef, ou en tout cas un membre de la rédaction de la revue Rébellion. Petite présentation, retour sur la revue pour les auditeurs qui auraient échappé par le passé à une présentation, parce que Rébellion est quand même une revue dont on parle relativement régulièrement, et dont nous faisons généralement une présentation lorsqu'il y a un nouveau numéro. Alors, qu'est-ce que Rébellion ? Alors Rébellion, c'est la revue de l'esprit critique et dissident, dans une optique, disons, de renaissance du socialisme européen. Donc nous avons fondé le journal voici une dizaine d'années, autour d'un groupe militant de la région de Toulouse. Et très vite, ce groupe militant s'est étoffé et pris de l'importance à travers le journal, mais aussi à travers une organisation militante qui s'appelle l'Organisation socialiste révolutionnaire européenne. Donc cette structure est, disons, basée sur l'idée que l'action et la théorie doivent se rejoindre dans l'engagement militant, donc avec une volonté très nette
d'intervenir dans la réalité, sur des terrains qui ne sont pas forcément les nôtres, dans la mouvance, disons, en gros, dissidente, et surtout d'ouvrir, à travers le journal, de nouveaux débats. Donc dans ce cadre-là, justement, nous avions ouvert disons une analyse autour de l'engagement militant féminin. Donc il y a eu un numéro entier qui a été consacré à cette question-là. Et ce soir, donc, les principales collaboratrices de ce numéro sont autour de cette table et vont pouvoir répondre justement et aller plus loin et poursuivre l'analyse qui a été dans ce numéro 61 de la revue Rébellion. Très bien, merci. Louise, petite présentation. Alors, je sais pas, vous dites de vous ce que vous voulez. Puisqu'on parle de l'engagement militant au féminin, je suis militante à Génération Identitaire, donc mouvement créé il y a 10 ans. J'appartiens à Rebellion, c'est-à-dire l'antenne lyonnaise de Génération Identitaire. Voici 1 an que j'ai rejoint ce mouvement et pour moi le militantisme me tient vraiment à cœur. C'est non seulement une activité de terrain mais aussi un engagement moral que je voudrais expliciter au cours de l'émission. D'accord, merci. Anaïs ? Je milite aussi à GI et je suis partagée entre Toulouse d'où je viens et Paris où je fais mes études et donc je milite un peu sur les 2 villes. Voilà. D'accord, merci. Et enfin Marie ? Je suis militante au mouvement d'action sociale, pareil à cheval entre Toulouse et Paris actuellement, mais bientôt définitivement à Paris où je rejoindrai la section parisienne du MAS. D'accord. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle pour nous, ça va sans dire. Alors, on va commencer, donc on va diviser cette émission évidemment en suivant peut-être pas tout à fait exactement le fil du dossier que vous aviez consacré à Rébellion, mais on va quand même retomber assez souvent sur les axes de travail qui avaient été les vôtres. Ma première question serait donc pourquoi s'engager pour des filles, des femmes aujourd'hui dans la mouvance nationaliste. Est-ce que, et je vais préciser ma question, est-ce que pour vous, il y a des raisons qui seraient globalement différentes ou en tout cas complémentaires ou même supplémentaires à celles qui seraient celles d'un garçon aujourd'hui? Qui veut répondre? Tout d'abord, je pense que ce qui peut nous attirer, nous jeunes filles d'aujourd'hui, c'est comment dire. Aujourd'hui, on dit que les femmes ne militent pas, s'engagent très peu en politique. Or, nous, ce qui nous attire ici, c'est le fait de vouloir sortir de notre passivité, d'être, comme on dit souvent, être acteur de notre vie. Or, ceci s'exprime réellement par le militantisme. Pourquoi plutôt des filles que des garçons? Qu'est-ce qui nous attire le plus? Bien sûr, la maternité peut être un bel idéal de vie, mais pour nous, il s'agit d'aller exprimer sur le terrain des idées qui nous animent et faire passer notre idéal par des actes concrets, car nous aussi, nous avons des valeurs, nous aussi, nous savons les exploiter, nous voulons les clamer haut et fort, et pour ça, rien de mieux que le terrain, l'action, le militantisme. Donc c'est pour moi une des raisons de mon engagement. Très bien. Les autres filles? Anaïs? Oui, alors il y a l'idée d'être acteur de sa vie qui est fondamentale, d'arrêter de regarder passer les choses, enfin les critiquer comme ça sans rien faire. Il y a beaucoup de gens qui le font et c'est tout à fait désespérant, mais ça je pense que c'est une raison qui est aussi valable pour nos camarades masculins. Après c'est vrai qu'il y a aussi peut-être un petit peu l'envie d'action, le besoin de sortir du confort du monde moderne un petit peu et de s'engager, de prendre des risques en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose de beau de le faire pour un idéal et pas de le faire comme ça juste pour prendre des risques. Marie? Disons que nous, femmes, tout autant que les hommes, nous subissons les dérives de la société moderne, de la société qu'on nous impose. Et c'est pour ça que nous devons, tout autant que nos camarades masculins, défendre des valeurs et des modèles qui nous sont chers et ne pas juste subir ce modèle de société qu'on veut nous faire passer comme une société qui serait idéale. Et je pense que c'est pour ça aussi que nous devons nous engager en tant que femmes, comme militantes. D'accord. Est-ce que, pour tous les trois, est-ce qu'il y a un élément déclenchant, en fait, dans cette envie de s'engager? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez un terreau familial favorable, on va dire? Parce que, par exemple, vos mères elles-mêmes étaient militantes? Ou est-ce que c'est une prise de conscience purement individuelle? Est-ce qu'il y a un élément
déclenchant, je sais pas, sur par exemple, bon, globalement vous avez toutes entre 20 et 25 ans, si je ne m'abuse. Donc est-ce que sur les 5 dernières années passées, est-ce qu'il y a un événement ou quelque chose qui vous a poussé? En gros, comment s'est faite cette prise de conscience et cette envie en fait de militer? Anaïs? Alors moi, mes parents, les deux sont militants. Ma mère a été militante à Jeune Garde et au GUD. Et donc oui, elle m'a transmis cette envie de s'engager et aussi d'indépendance. Je pense que les deux sont liés. Qu'une militante, une vraie militante, n'est pas une fille soumise. Au contraire, c'est une fille indépendante qui sort de chez elle, quoi, et qui bouge. Après, oui, c'est les élections de 2007 qui m'ont particulièrement donné envie. Ça a dû éveiller ma conscience politique à ce moment-là et me donner envie d'agir concrètement. Voilà, donc il y a les deux, le terreau familial et puis la prise de conscience à 15-16 ans qu'il fallait rentrer dans le jeu, quoi. D'accord. Louise? Pour ma part, mes parents eux-mêmes étaient militants, ils ont milité longtemps au FN à Paris, mais donc j'ai grandi dans un foyer qui n'exploitait pas franchement les valeurs républicaines, enfin pas celles officielles. Donc forcément j'ai été entourée de ces conseils, mais je n'avais pas vraiment de vocation politique, j'avais aucune envie de m'engager, j'étais plus écoutée par la politique qu'autre chose, jusqu'à ce que je vois la vidéo de Génération Identitaire qui s'appelle Déclaration de guerre, où j'ai vu ces jeunes visages refuser le conformisme de la société et vouloir bâtir un monde meilleur, et c'est surtout cette jeunesse qui m'a attirée, et donc ça a été pour moi le déclencheur politique. Cette volonté entre jeunes fiers de leur vie, fiers de leur avenir, voulant vraiment construire quelque chose, cette volonté de sortir du rang et de construire quelque chose de grand, quelque chose de beau. Et donc ça a été pour moi l'origine de ma vocation politique militante. D'accord. Marie? Alors, je viens également d'une famille de militants, puisque mon père militait au GUD et Ordre Nouveau. Donc j'ai toujours grandi dans cet univers-là où on m'a transmis ces valeurs. Et j'ai toujours eu cette prise de conscience que tout se cassait la figure, mais avec le temps, je me suis dit qu'il fallait s'engager, parce qu'on ne pouvait pas. Il fallait se battre pour ce qu'on aimait, il fallait se battre pour ses idées, comme d'autres l'ont fait avant nous et comme d'autres le feront après nous. Et c'est un climat, c'est un ensemble de choses qui m'ont décidé à m'engager. D'accord. Et sur vos années de lycée, parce qu'après tout vous n'en êtes pas très loin, donc je ne sais pas si vous étiez en enseignement public ou privé, mais c'est vrai qu'en enseignement public, généralement, ce qu'on voit en figure de proue, ce sont évidemment toutes ces organisations plus ou moins satellites du Parti Socialiste, généralement, et qui mettent en tête généralement des filles. On le sait, à la tête de SOS Racisme, on a une présidente. À la tête de la Fidèle, si je ne m'abuse, en ce moment, c'est aussi une présidente. C'est-à-dire globalement des figures féminines. Est-ce que c'est quelque chose qui vous faisait réfléchir à l'époque ou pas du tout? Alors moi j'étais en enseignement public, effectivement, mais dans un bon lycée, un lycée de centre-ville et tout, un peu bourgeois, donc il n'y avait pas de problème particulièrement. Ouais. Je dirais, ça pour le coup, c'est pas un critère, parce qu'on le voit généralement, en tout cas sur la région parisienne, les lycées les plus acharnés, ceux qui ont manifesté pour le retour de, je sais plus comment elle s'appelle, Léonarda. Voilà, Léonarda, merci Alexandre. Ça a été évidemment des lycées parisiens, parce que j'en connais quelques-uns en banlieue, il n'y a pas eu de manifestation. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais on n'entendait pas parler de la Fidèle, en fait. C'était un fantôme, quoi. Quand je parlais politique, j'avais une amie qui était communiste, en fait, et je parlais avec elle, on débattait comme ça en cours de maths, je me rappelle, c'était n'importe quoi, on débattait comme ça, je débattais avec des gens qui n'étaient pas du tout engagés, eux. Ils avaient des idées juste, mais ils les appliquaient pas, quoi. On n'entendait pas parler des organisations lycéennes ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais vu tracter ni rien. D'accord. Les autres filles? Marie? Pour ma part, j'étais dans un lycée privé sous contrat, mais peu de gens étaient engagés. En fait, les élèves ne se souciaient pas de la politique, mais comme beaucoup de gens aujourd'hui, chacun se préoccupait plutôt de son petit confort, de ses plaisirs, de soi, et personne n'était engagé, personne n'avait
certains avaient des idées politiques, mais certains s'intéressaient au monde qui les entourait, mais peu. Et c'était quelque chose que je trouvais dommage, parce que oui, je pense, comme mes camarades ici présentes, qu'il faut être acteur de sa propre vie, ne pas juste laisser les choses. Et je trouvais ce manque d'engagement ou d'idées un peu vraiment dommage, vraiment regrettable. D'accord. Alors, vous êtes toutes les trois du coup dans des structures, enfin en tout cas on a au moins 2 structures représentées, d'une part Génération Identitaire et d'autre part le mouvement d'action sociale. Quelles sont vos premières impressions entre guillemets, parce que vous commencez à avoir quand même un petit peu de bagage. Quelles sont vos premières impressions sur cette mouvance? Donc je le disais en préambule, qui généralement est décrite comme une mouvance horriblement machiste qui laisserait en gros des strapontins à ces militants féminins ou féminins. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Est-ce que c'est une impression exacte pour vous? Est-ce que au contraire vous avez pu y prendre toute votre place comme vous le souhaitiez? Anaïs? Oui, moi j'ai eu aucun problème à prendre ma place, et mes camarades masculins pour moi ce sont des frères, quoi. C'est pas des rivaux, c'est pas des gens qu'il faut dépasser ou quoi que ce soit. Ils sont là pour oui, ce sont des camarades, ce sont pas des êtres bizarres et étranges. Et oui, c'est vrai que ça arrive qu'ils fassent des blagues un peu tendancieuses ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est des blagues, il faut le prendre comme ça. Et c'est pas... Évidemment, si on le prend en premier degré, oui, on part en courant, ça c'est sûr. Mais bon. Marie? Non, tout va. Il y a une vraie solidarité entre les camarades. Il n'y a pas de. Les camarades femmes ne sont pas moins considérées à cause de leur sexe. Donc il y a une vraie solidarité entre nous, et nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres, et c'est très appréciable. Louise? Il est vrai qu'il existe des rumeurs machisantes sur nos milieux, mais qui sont tout de suite démenties dès lors qu'on fréquente les gens de ces milieux. En effet, au lieu de machiste, je pense qu'on peut plutôt employer le terme de viril, car en effet, les garçons de nos milieux sont des garçons d'action. Ce ne sont pas des militants faiblards qui ne s'activent que lors des élections. Ils prennent des risques, ils font des actions bien dangereuses, puisqu'ils mettent non pas leur vie, mais leur réputation, leur casier en jeu. Et donc, forcément, ce ne sont pas des faiblards que l'on côtoie. Mais lorsque on a appris à les connaître, lorsqu'on s'est imposé dans ces milieux, car oui, il faut faire sa place, et ça, que l'on soit garçon ou fille, il faut faire ses preuves pour y rentrer. Lorsque on s'est imposé comme militant, on découvre une famille, un clan sur qui l'on peut compter. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus précieux dans le militantisme, c'est la solidarité, comme vous dites, que l'on crée au fur et à mesure. D'accord. Quelle est la proportion de filles? Globalement, vous êtes toute seule, plusieurs? Justement, je vous ai posé la question aussi à Alice, parce que c'est elle qui avait réalisé la partie, d'enquête du numéro, et je crois que tu avais eu quand même beaucoup de retours, plus de retours que de prévu, quoi. Oui, j'avais des retours, les filles s'étaient vraiment investies là-dedans, elles trouvaient ça extrêmement intéressant comme enquête. Elles ont apprécié le questionnaire aussi, d'ailleurs, qui les questionnait sur leur engagement personnel, et ça fait toujours du bien aussi de voir un peu ça. Après, au niveau des filles contactées, j'en ai contacté, je crois, une vingtaine. C'est rien objectivement par rapport au nombre d'hommes qu'il y a, c'est ridicule, quoi. Et j'ai fait vraiment toutes mes connaissances, il me semble, c'est vraiment une proportion très faible, quoi. Mais du coup elles sont engagées, elles sont investies en général, c'est des filles qui répondent, qui renvoient, C'est vrai que moi l'impression que j'ai, justement vous parliez de vos parents qui du coup dans les années 70, je suppose à peu près, avait un engagement dans les années 70. C'est vrai que quand on regarde un petit peu la proportion à l'époque, j'ai l'impression quand même finalement, et quand on regarde ces gens-là qui sont restés encore aujourd'hui comme militants, c'est vrai que j'ai l'impression que la proportion féminine était peut-être supérieure en un sens finalement. Presque. Alors, j'arrive pas à déterminer ce qui est de l'ordre d'une simple impression, si vous voulez, subjective, et puis du fait aussi, comme tu le disais tout à l'heure, Marie, qu'on a sans doute un niveau d'engagement politique aujourd'hui qui est moindre par rapport à la génération d'avant. Alors, ce n'est pas seulement nous, je pense que c'est en effet une dépolitisation générale à l'échelle de la société. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est logique que la proportion soit moindre aussi, parce que de toute façon, la proportion de militants est moindre aussi. Alexandre ?
Moi, je pense que par rapport à la quantité, c'est sûr que cela peut paraître minime, mais je pense que niveau qualité, justement, l'engagement féminin est quand même beaucoup plus important parce qu'il apporte justement une autre dimension par rapport au milieu militant, mais aussi il apporte des idées, une différenciation intéressante. Après, par rapport à mon expérience personnelle, je trouve que la génération des en gros 18-25 ans qui est autour de la table aujourd'hui a un engagement qui me paraît beaucoup plus intéressant que celui-là de ma génération en tout cas, où on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de suivisme dans le militantisme féminin, surtout dans certains groupes radicaux. Et là, on a l'impression qu'il y a quand même déjà un profil de personnes qui s'investissent dans le milieu militant qui est très intéressant, quoi. C'est vrai que je pense que l'enquête du journal n'aurait pas été possible il y a 10 ans, parce que justement, beaucoup de choses ont évolué dans cette dizaine d'années, et on voit justement l'arrivée d'une nouvelle génération de jeunes, aussi bien garçons que filles, qui apportent justement un renouveau dans nos perceptions de l'engagement. Moi, je me suis engagé dans les années 90, et c'est vrai que beaucoup de choses étaient différentes, dans le sens qu'on vivait plus sur des pauses, souvent, il faut le dire, plutôt des prises de position quasiment esthétiques, et on oubliait un peu d'aller au fond des choses, au fond de l'engagement, et au fond surtout du noyau dur de l'engagement qui est les idées. Et cette génération qui arrive, justement, remet en cause toute cette approche, et je pense que justement l'élément féminin est très important pour comprendre ce passage de génération qui s'opère aujourd'hui. D'accord. Anaïs ? Oui, pour illustrer le propos d'Alexandre, j'avais envoyé le questionnaire à ma mère qui a été militante, donc c'était le sujet. Et elle disait par exemple que les femmes avaient beaucoup moins de parole dans les années 80. Elle était engagée dans les années 80. Et les femmes, oui, avaient une place qui était vraiment beaucoup moins importante. Il y avait une véritable différence entre ce que disaient les femmes et ce que disaient les hommes. Elles étaient vraiment beaucoup moins écoutées. Enfin, c'est son expérience à elle après. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, quand même, on a plus de poids sans doute. Enfin, les camarades masculins nous écoutent plus. Et on a vraiment notre mot à dire dans le militantisme. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans. D'accord. Louise ? Il est vrai que proportionnellement, dans nos milieux, les filles sont très très peu nombreuses. Donc, comme disait Alexandre, nous privilégions la qualité plutôt que la quantité. Mais un apport de filles militantes investies, de nouvelles militantes, serait bon, car il est toujours bon de former de nouvelles générations. Non pas qu'on soit arrivé en bout de course, heureusement, mais c'est un flambeau que l'on veut transmettre, et les filles peuvent elles aussi mener un combat militant acharné, puisque nous avons aussi nos armes pour convaincre et pour militer. Mais c'est un pas dur à franchir, je pense, car c'est un combat de tous les jours, c'est avoir des idées, savoir les défendre, et c'est ce que peu de personnes en arrivent à faire, surtout aujourd'hui. Sur les formes concrètes de votre engagement militant, quelle forme est-ce que ça prend, Anaïs ? Pour moi, ça prend exactement la même forme que pour les garçons. C'est quelque chose que j'affirme. Alors oui, peut-être, s'il y a une baston, ça se passera un petit peu moins bien pour une fille. Bon, d'accord. Mais on colle comme eux, que ce soit des sticks, les affiches, on tracte comme eux, on assiste à des cercles de formation comme eux, à des conférences, on peut être investi dans tout ce qui est plus administratif aussi, mais ça, les garçons aussi. Enfin, je vois vraiment pas de différence en termes de forme, vraiment de la forme. Pour moi, il n'y a pas de différence. D'accord. Marie ? Non, les hommes et les femmes peuvent s'engager de la même façon et vivre pleinement, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, vivre pleinement son engagement, que l'on soit un homme ou une femme. Et oui, comme disait Anaïs, oui, effectivement, peut-être qu'en cas de bagarre, ça se passera un peu moins bien pour une fille, mais nous pouvons comme nos camarades masculins, tracter, coller des affiches. Le mouvement d'action sociale a créé différents mouvements, comme Solidarité Populaire, qui vient en aide aux plus démunis, où les femmes peuvent bien sûr participer au même titre que les hommes, ainsi que les cours de sport, de boxe, de la baffe lutétienne. La salle est fréquentée aussi bien par les camarades masculins que féminins. Donc, en tant que femmes, nous pouvons très bien trouver notre place et vivre notre engagement comme un garçon, comme un homme. D'accord. Marie ? Louise ?
Pour ma part, je mets un point d'honneur à assister aux cours de boxe, par exemple, qui sont proposés à Lyon, hein, à la Traboule. Car c'est pas parce que je suis une fille que je sais pas me battre, que j'ai peur de recevoir des coups. Bon, bien sûr, je me battrai jamais en catégorie poids lourd, c'est pas du tout mon objectif. Mais voilà, une femme doit savoir se défendre, et c'est pas parce que je suis une fille que je dois pas savoir utiliser mes gants de boxe. Mais la femme, enfin surtout aujourd'hui, je sais pas si c'est le combat féministe qui a amené à ça ou une réalisation concrète de la situation, mais les femmes ne doivent pas être reléguées aux tâches de secrétaire administratif, etc. Notre place est autant sur le terrain que dans toute activité militante. Alexandre ? Oui, je voudrais ajouter quelque chose de concret, c'est-à-dire que sur le terrain, il vaut mieux avoir des camarades féminines, disons courageuses, et qui savent justement réagir à toutes les situations, que des garçons qui sont lâches, quoi. Donc je pense que la différence, c'est là, c'est la lâcheté, c'est quelque chose qui paraît très facile à décrire, mais qui est concrète, dans le sens que beaucoup de camarades féminines sur des actions, j'en suis témoin tous les jours, sont plus courageuses que beaucoup de garçons qui roulaient mécanique, et justement cette image guerrière se crée une pause. Donc franchement, par rapport aux limites physiques des femmes, je crois qu'on peut relativiser beaucoup de choses à partir de là, quoi. Sur les thématiques d'engagement, vous êtes engagé sur une thématique particulière, ou est-ce que c'est un tout ? Louise ? Quand je me suis engagée, ce que j'attendais de mon engagement politique, de ces mouvements, c'était en quelque sorte la réalisation d'un idéal chevaleresque. Donc pour moi, il y avait ce côté magnifique de s'engager pour une cause noble qui nous dépassait, et de se battre pour quelque chose qui nous était vraiment cher, pour des valeurs extrêmement importantes pour nous. Pour moi, c'était la défense de mon identité, quelque chose que j'ai toujours apprécié sans forcément être militante, mais qui s'est concrétisé par mon engagement. Et donc c'est ce côté chevaleresque qui m'a vraiment intéressée, donc non pas la défense de la veuve et de l'orphelin, puisque moi-même je sais que je n'y arriverai pas, mais rejoindre un clan qui m'aiderait à défendre des valeurs très profondes qui me sont chères. D'accord. Anaïs ? Oh oui, c'est dans la même veine, hein, c'est pareil. C'est pour un tout, c'est vraiment pour l'idéal, pour défendre ce en quoi je croyais, ce que j'étais, ce que m'avaient légué mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et ce que je devais transmettre à mes enfants. C'est pas sur une campagne particulière, ou c'est pas sur un point spécial que je me suis engagée. C'est vraiment pour me battre pour ce en quoi je croyais, quoi, c'est tout. Marie ? Et tout comme mes camarades, je me suis également engagée pour défendre un ensemble de choses, pour défendre quelque chose qui tout simplement qui me dépasse, qui est plus grand que moi. Et c'est tout ce qui se passe aujourd'hui qui me donne envie de réagir et de sauver ou de rétablir ce qu'on peut au maximum. D'accord. Alors c'est un petit peu c'est complexe, si vous voulez, parce que vous parlez d'identité. Or, l'identité de la femme européenne, ou en tout cas dans l'identité européenne, finalement, la femme a une place ambivalente, on pourrait dire. Il y a tout l'aspect de liberté, en particulier sur un gradient où plus on va vers l'Europe du Nord, plus ce niveau de liberté était important. En même temps, il y a aussi, parallèlement à cette liberté, une place considérée, on va dire, comme plus traditionnelle, dans un cadre familial ou en gros sur une structure familiale, hein, qui est globalement cet aspect-là dont on parle le plus en ce moment. Vous positionnez comment ? Alors je suppose que vous allez tout prendre en bloc, mais est-ce que vous assumez, entre guillemets, cet aspect liberté de la femme européenne qui a quand même justement pu prendre la forme du mouvement féministe dans les années 70 ? Quel regard vous avez sur cet héritage-là ? Je pense que tout d'abord la femme n'a pas attendu les mouvements féministes des années 70 pour jouer un rôle et pour être maîtresse de son destin. Non, certes, mais avant c'était minoritaire quand même. C'est vrai qu'on a des grandes figures féminines dans l'histoire de France et dans l'histoire européenne, mais ça reste des figures. C'est vrai que globalement on a quand même la différence avec les années 70, ça a été l'irruption en gros de la masse, on va dire.
Oui, l'éruption de la masse, mais on a une vision très faussée de... Enfin bon, pas les auditeurs de Méridien Zéro, je suppose, mais l'ensemble, j'en suis sûre même, mais l'ensemble des personnes ont une vision assez faussée de l'histoire de France et de l'Europe, où on nous représente la femme comme un objet qui n'avait droit ni à la parole, ni qui n'était pas considéré même digne d'intérêt, et qui a été libéré dans les années 70 grâce au mouvement féministe. Mais c'est tout de même la Révolution française qui a déclaré que la femme était un être débile, tout simplement. Et on a pu voir... j'aime beaucoup, il y a une très bonne historienne que j'aime beaucoup, Régine Pernoud, qui a écrit un livre qui s'appelle La femme au temps des cathédrales, et qui parle en fait de la place de la femme au Moyen-Âge, et on voit que ce n'est pas tellement ce qu'on veut nous faire croire, que la femme n'était pas enchaînée à une tour dont elle n'avait pas le droit de sortir, et que certaines femmes avaient des rôles importants, qu'elles pouvaient être chef de famille, ou alors tenir l'affaire familiale, et que ce n'était pas du tout, que c'était tout à fait autorisé, qu'il n'y avait pas d'interdit par rapport à ça. Donc je crois qu'il faut aussi beaucoup se méfier de notre époque actuelle, qui veut nous présenter les 30 dernières années comme les années de libération de la femme enchaînée en fait. Alice ? Alors moi je suis assez partagée là-dessus. Je pense que la femme a toujours été libre en Europe, mais pas partout. Et c'est vrai que les féministes, notamment au cours du 19e siècle, enfin je pense que j'aurais été à leur place, j'aurais sans doute fait la même chose. Et parce que par exemple le 19e siècle, c'est clairement un siècle d'oppression de la femme, on ne peut pas le nier, elle est inégale en droit par rapport à l'homme. Donc clairement là je les remercie pour ça. D'ailleurs, y compris dans le cadre familial. C'est le paradoxe est là aussi, c'est que le code Napoléon établit, alors qu'autrefois, éventuellement, il pouvait y avoir une complémentarité en termes de sphère, justement, et en termes de pouvoir, entre guillemets, puisque si les hommes, en effet, allaient avoir la sphère publique, pour le coup, les femmes étaient toutes puissantes, entre guillemets, sur la sphère privée. Le code Napoléon, au XIXe siècle, en effet, a réduit, y compris dans la sphère privée, les marges de manœuvre que pouvaient avoir les femmes. On peut rappeler l'inégalité en droit sur les enfants, la nécessité pour une femme de demander l'autorisation à son mari pour travailler. Bon, toute une série de choses qui, en effet, étaient en effet, au XIXe siècle, très marquées. Non, voilà, c'est pour ça que je jette pas non plus la pierre sur les féministes, même si aujourd'hui leur rôle est devenu complètement inutile. Elles font qu'attiser la division. Enfin, oui, elles élargissent le fossé plus qu'autre chose, donc c'est. Enfin voilà. Après, oui, pour moi, la femme est libre, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'elle doit s'engager. Enfin, on est maître de notre destin, donc. Voilà. Et concernant les grandes figures dans l'histoire, les grandes figures féminines, il y en a plus qu'on ne pense. En fait, j'ai une amie, par exemple, qui fait son mémoire sur les femmes en armes à l'époque médiévale. Encore, c'est quelque chose comme 10e, 13e. Et elle en trouve, ou 12e, 13e même, et elle en trouve beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Enfin, il n'y en a pas non plus des milliers et des cents, comme certains historiens peuvent le dire, des historiens du genre ou quoi que ce soit. Mais il y en a quand même. Il y en a plusieurs dizaines, quoi. Donc je pense qu'on se situe dans cette lignée-là. D'accord. Louise ? Je pense que si Simone de Beauvoir revenait aujourd'hui, elle se demanderait ce qu'est devenu sa vision du féminisme, car aujourd'hui, que ce soit les chiennes de garde, les Femmes, c'est un féminisme totalement dévoyé et pourri qu'on voit aujourd'hui, qui fait de la femme un objet de consommation, et des familles d'os qui s'exposent seins nus dans les églises. Donc je trouve que le féminisme aujourd'hui dégrade la femme, mais le féminisme des années 70 avait une cause tout à fait compréhensible, et c'était délivrer la femme de certains jougs, ce que je peux comprendre. Et c'est pourquoi je les remercie d'un certain côté, même si aujourd'hui ça a pris une ampleur néfaste. Après, pour ce qui est de la place de la femme dans la société, bien sûr, la femme a été toujours considérée comme source de la maternité. Mais heureusement, il y a eu des femmes qui ont dépassé ce simple statut et qui se sont imposées dans différentes voies, que ce soit dans les voies culturelles, comme ces reines de France, qui ont permis, comme Aliénor d'Aquitaine par exemple, qui ont été mécènes de grands poètes, qui ont permis la diffusion de la culture dans la cour et dans la France tout entière, ou que ce soit ces femmes en armes, ces femmes guerrières, comme disait Alaïs, ou toutes ces femmes qui ont participé à la grandeur de l'histoire de France. Donc, et ces femmes dont nous pouvons nous inspirer aujourd'hui, et pas seulement ces modèles féministes qu'on nous impose. D'accord. Alexandre ?
Justement, je voulais dire que je pense qu'il y a une rupture au XIXe siècle justement qui apparaît dans le statut de la femme, qui est provoquée vraiment par la modernité capitaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la destruction totale des anciens repères traditionnels des sociétés européennes a abouti aussi à une dégradation de la condition de la femme, comme il y a une dégradation aussi de la condition de l'homme en tant qu'ouvrier, et une négation justement des structures anciennes qui a abouti à une déstructuration de la société voulue par le capitalisme pour mieux exploiter les gens. Et je pense que justement tout le combat qui a été mené dans les années 70 autour de la libération de la femme ne peut pas être compris aussi sans comprendre que c'était dans un cadre de critique du global du système capitaliste et de remise en cause de ce système. Donc à partir de là, tout le néo-féminisme, qui à l'heure actuelle est en train de devenir une idéologie dominante, s'explique aussi parce qu'on veut reproduire encore plus cette logique de destruction des structures traditionnelles qui sont encore existantes. Par exemple, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, il y avait eu une loi qui avait été votée pour que les femmes aient l'égalité sur quelque chose qui paraissait aberrant, c'est-à-dire sur le travail de nuit. C'est-à-dire qu'il y avait des limitations encore jusque dans les années, au début des années 2000, sur le travail de nuit des femmes. Et donc, il y avait une vague de protestation au niveau des technocrates européens pour dire qu'il fallait que tout le monde soit égal par rapport à ça et que donc il fallait que les femmes travaillent aussi bien que les hommes de nuit. Donc tout cela, c'est une logique qui est profondément destructrice et qui, pour le coup, touche aussi bien les hommes que les femmes. D'accord. Oui, c'est vrai que ça s'inscrit dans un démantèlement général et ça y participe, clairement. Même si je suis pas... Je sais... Bon, il y a eu quand même de grosses variations au niveau, pour le coup, du mouvement féministe. C'est vrai que les caricatures qu'on a pu avoir, en fait, dans un deuxième temps, sur la deuxième partie, en particulier les années 70, je pense à quelqu'un qui vient de mourir, donc Antoinette Fouque, qui était une fanatique de la psychanalyse, et qui globalement a contribué quand même très largement à donner son image au mouvement féministe. C'est vrai que la première vague, on va dire peut-être de la fin des années 60, début des années 70, c'était avait peut-être une autre dimension. Mais dans tous les cas de figure, ça s'inscrit en effet dans un démantèlement qui en effet est capitaliste, d'un certain nombre de structures communautaires. Après, bon, le problème de l'idéologie féministe, elle est issue, faut le dire franchement, de la dégénérescence de la bourgeoisie, donc qui a été vraiment à son apogée dans les années 70. Donc forcément, à partir de là, par exemple, pour resituer les grands combats féministes qui étaient soutenus justement par les mouvements révolutionnaires au XIXe siècle, au début du XXe, je pense par exemple à la lutte pour l'égalité au sein du monde du travail qui était menée par exemple par les syndicats comme la CGT qui a commencé très tôt à essayer c'est les CGT socialistes révolutionnaires ou syndicalistes révolutionnaires qui a déjà essayé de structurer le travail féminin qui était considéré comme un sous-travail, comme le travail des enfants par exemple, c'est-à-dire un travail qui servait à faire une plus grande marge par rapport à des ouvriers qui étaient peu qualifiés, peu syndicalisés et peu, disons, revendicatifs. Donc ce double phénomène, disons, de mutation capitaliste et aussi au niveau un peu plus haut d'imprégnation par une idéologie bourgeoise, disons, des classes moyennes et classes populaires, a abouti justement à cette idéologie du capitalisme de la séduction qu'avait développé Kluskar à son époque sur justement une nouvelle idéologie du capitalisme née de la mutation de la société liée justement à l'émergence du détournement, disons, de l'inspiration libératrice qu'il pouvait avoir dans les années 70 vers quelque chose de purement commercial. Oui, d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir cette évolution cyclique, puisque sur une bonne partie, en tout cas, on va dire, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, en effet, les syndicats font tout pour essayer d'imposer des législations qui protègent femmes et enfants. Et c'est vrai que globalement, c'est resté quand même toujours un objectif du patronat, d'arriver à mettre tout ce petit monde-là au travail. Alors les enfants, c'était pas possible, voilà. Mais les femmes, en effet, clairement, à partir des années 70-80, dans une offensive générale libérale, ça a été une des premières cibles. Alors, nous allons faire une première pause musicale. Qui nous la présente ? Moi, j'ai choisi This Girl de Deadline, parce que déjà, c'est une chanson sur une femme. Donc Deadline, je connais pas très bien. C'est un groupe anglais, comme son nom l'indique, évidemment, de Hoy. Pas
Punk Street aussi, non, un peu, ce qu'on dit. Voilà, et je le trouve assez peu connu dans nos milieux, ce qui est dommage parce que musicalement j'aime beaucoup. Et voilà, bon, la chanson concerne une fille en particulier, donc... D'accord, merci. De retour après cette pause musicale donc pour notre émission consacrée à l'engagement féminin avec Alexandre, Louise, Alaïs et Marie. Alors, après avoir vu différents aspects sur votre sens de l'engagement, sur les raisons qui ont pu vous motiver, sur également un petit peu vos impressions ou votre point de vue sur l'héritage des 20-30 dernières années, il n'en demeure pas moins, et alors ça pour le coup ça ne nous est pas spécifique, c'est que à l'échelle de la société, les femmes, déjà on l'a dit, il y a un désengagement politique, social, qui est maintenant observable depuis maintenant une vingtaine, trentaine d'années, mais ce désengagement est encore plus marqué chez les femmes. Pourquoi est-ce que les femmes ne militent pas, à votre avis ? Louise ? Aujourd'hui, comme dans tous les postes de la société, il est dur pour une femme de faire sa place, notamment en politique, qui est un milieu agressif en fait, où il faut faire sa place, non pas à coups de poing, ni à coups de dents, mais à coups de paroles décochées avec force. Et donc c'est un combat assez difficile pour les femmes. Cependant, je voudrais quand même rappeler que la présidente du parti qui nous représente tous est tout de même une femme, enfin tous, à peu près tous, enfin pour qui nous voterons aux élections, j'espère, est une femme. Bon, pas tous. Et donc, ce n'est pas impossible. Je voudrais citer un article de l'Expansion que j'ai trouvé l'autre fois, ainsi titré « Pour 69% des Français, il est plus difficile pour les femmes de s'engager en politique ». Et en effet...
Cet article dit que les Français estiment qu'avoir des responsabilités dans la vie publique, si avoir des responsabilités dans la vie publique n'impliquait pas de comportement combatif, voire agressif, il y aurait plus de femmes exerçant des responsabilités dans la vie publique. Mais toujours est-il que la vie politique est un combat de chaque instant, un combat presque vicieux, où il faut se battre, il faut en avoir. Et c'est un exercice assez difficile pour une femme et pas forcément toujours rémunérateur sur le plan de l'idéal, car on le sait bien, lorsqu'on pénètre en politique, on rentre souvent dans un monde assez troublé, un monde de magouilles qui n'est pas forcément très réjouissant. Donc ce n'est pas toujours un terrain favorable. Mais je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des municipales, de plus en plus de femmes se présentent sur les listes, notamment avec l'exigence de la parité. Donc c'est un constat obligatoire. Mais volontairement, de nombreuses femmes se présentent en tête et ont de nombreuses chances de réussir, car elles savent que des places leur sont proposées. Justement, sur la parité, alors c'est quelque chose qui a été beaucoup décrié à une époque, y compris dans nos milieux d'ailleurs, en disant voilà, une fois de plus on fonctionne sous la forme de quotas, alors quota de ceci, quota de noirs, quota d'arabes, maintenant quota de femmes. Quel regard vous avez sur cette loi-là, qui, de mon point de vue, pour le coup, est tout sauf négative. Là, je dis mon point de vue personnel à moi-même. Mais c'est vrai que j'ai pas un regard négatif sur cette loi-là. Je trouve que pour le coup, par rapport à ce que vous disiez, Louise, c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, ça a quand même obligé un certain rééquilibrage. Mais ça, c'est mon point de vue. Quel est le vôtre, Anaïs ? Oui, alors sur la parité, pour moi c'est une bonne chose parce que ça permet aux femmes de s'engager, mais le problème c'est que ça peut, à force de chercher des femmes, on peut engager du coup des femmes qui sont complètement incompétentes et qui vont décrédibiliser aussi la femme en politique. Donc c'est ambivalent quoi, mais c'était peut-être nécessaire à ce moment-là, enfin c'est peut-être nécessaire aujourd'hui pour inciter les hommes à faire plus de place aux femmes en politique. Ouais. Marie ? Oui, tout comme Anaïs, je pense que le souci de ces quotas imposés peut forcer les partis et les systèmes à mettre en place des femmes qui ne sont pas forcément compétentes, mais juste mettre des femmes pour mettre des femmes, et qu'il vaudrait mieux privilégier la qualité que la quantité, et que c'est à force, je pense, de travail et de mérite que l'on doit se placer là où l'on veut être tout simplement. Alexandre ? Non. Oui, je pense que Marie a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il faut... La parité en elle-même n'a peu d'importance, c'est surtout le mérite des personnes qui représentent après les citoyens dans les assemblées qui fait la différence. D'accord. Alors justement, donc on a vu on prend sur ces 4 ou 5 dernières années, on a 2 phénomènes politiques et antagonistes purement féminins qui ont émergé. Donc d'une part les Femen, cette désastreuse importation ukrainienne qui aujourd'hui fait parfois la une des journaux et généralement, enfin tout le temps en mal. Bon. Et par ailleurs les Antigones. Est-ce que vous avez eu un engagement par rapport à ces mouvements ? Quel est votre regard croisé, donc d'une part sur les Femen, on en a un tout petit peu parlé, mais on peut y revenir, et d'autre part sur les Antigones. Qu'est-ce que vous avez à en dire, Louise ? Pour ma part, ce qui est paradoxal, c'est que lorsque je n'étais pas encore rentrée en politique et que les Femen venaient d'apporter leur mouvement en France, j'admirais beaucoup ce mouvement parce que je trouvais que ces femmes avaient du cran, non pas de s'exhiber seins nus, mais de revendiquer par des actions péchues une cause qui leur était chère. Pour après, j'avais 15 ans et je mesurais pas trop ce que c'était. Et ensuite, en voyant leur acte blasphématoire, j'ai été révoltée par ces femmes et qui dénigraient totalement la nature féminine. Et dans le courant de mon entrée en politique, j'ai participé au lancement des Antigones lors de leur vidéo. Et donc ce mouvement m'a touchée, je l'ai trouvé intéressant, mais assez limité à vrai dire, puisque... je pense que Anaïs saura peut-être l'expliquer mieux que moi, mais comment dire, la place de la femme dans la cité est un combat certes noble, mais qui n'est pas assez large pour moi. Donc j'y ai participé, mais je n'y suis plus. D'accord. Anaïs ?
Alors j'ai la même vision, exactement le même parcours que Louise sur les Femmes. C'est-à-dire qu'au début, elles étaient encore en Ukraine, je les connaissais peu, et j'avoue que je trouvais ça assez courageux de leur part, de défendre leur cause comme ça. Se mettre seins nus, c'est une idée, même si c'est du coup utiliser aussi la société de consommation alors qu'on la dénonce. Enfin bon, c'est très paradoxal, mais bon, je trouvais un côté un petit peu provocateur, un petit peu décalé, qui était un peu attirant. Puis le fait de revendiquer comme ça des droits, de les défendre. Cette admiration est vite retombée, hein, je vous rassure. En ce qui concerne les Antigones, j'ai participé aussi à la vidéo de lancement au début. Alors, bon, déjà, ça demande du temps d'y participer, alors qu'on est toutes militantes dans des mouvements, ce qui nous prend déjà beaucoup de temps. Et c'est vrai que moi, je me consacre surtout à GI, et j'ai pas tellement d'autres engagements parallèles. Et je trouve que, alors voilà, comme le dit Louise, elle ne travaille que sur la place de la femme dans la cité. Alors c'est extrêmement intéressant, mais c'est réducteur par rapport à ce que moi je souhaite. Et c'est un travail qui est très intellectuel, surtout, en fait. C'est très très intellectuel et j'ai besoin d'action. Ouais. C'est vrai que les actions ont été relativement limitées. Après, c'est un mouvement qui finalement a une toute petite année. Est-ce que ça avait vraiment vocation à durer ? Oui, clairement, à la base, c'était un mouvement qui avait vocation à durer. Hein. C'était la première action, a été décidée. On a décidé de la faire contre les Femmes parce que leur agissement devenait inadmissible d'une part, et qu'en plus, clairement, c'était à ce moment-là, elle cristallisait vraiment une colère qui était intéressante à exploiter et qu'on ressentait nous-mêmes. Hein. Donc il fallait l'exprimer. Et de cette manière-là, c'était judicieux. Hein, des filles en blanc qui s'opposent à des femmes seins nus, bah voilà, on est. Faut faire le manifeste, quoi. Mais le mouvement avait vraiment vocation à durer. Hein. Il y avait une véritable volonté d'explorer le rôle de la femme dans la société. Marie ? Oui, par rapport aux Femmes, moi je suis je n'aime pas cette image qu'elles donnent d'utiliser leur corps comme une marchandise, comme un objet de consommation. Pour moi, c'est pour faire le jeu de la société libérale et capitaliste qui considère, pour qui tout a une valeur marchande, les biens comme les hommes. Et je trouve qu'elles attisent surtout les tensions, qu'elles tentent de creuser un fossé entre les gens, les femmes et la société traditionnelle, ou alors même les hommes. Elles essayent de faire des femmes les ennemis des hommes. Et c'est quelque chose qui me déplaît fortement, et c'est pour ça que je comprends la revendication et la colère des Antigones qui étaient très révoltées par tout ce qu'on voyait, par tous les agissements des Femmes à ce moment-là. Donc, mais j'attends de voir la suite des Antigones, ce qu'elles comptent. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un mouvement très 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 jeune, qui à peine naissant. Donc j'attends de voir la suite. En fait, j'espère que ça donnera quelque chose. Nous verrons bien. Moi, un des aspects, pour le coup, vraiment intéressants sur les Antigones, c'était leur aspect transpartidaire, on va dire. Le fait qu'à un moment, on y trouvait des militantes qui venaient d'un petit peu partout et qui montraient qu'on pouvait arriver à construire quelque chose les uns et les autres ensemble, enfin les unes et les autres ensemble. Et bon, j'espère que de ce point de vue-là, cet aspect-là va perdurer, parce que ça a été une initiative vraiment transstructure qui était vraiment intéressante. Sur les Femmes, c'est vrai que bon, ça pose plein de questions, parce que je sais, pour en avoir discuté avec certains ou certaines, qu'en fait leur opposition radicale aux traditions au pluriel, et par exemple à la tradition musulmane, puisque ça a été un des sens, même si les Femmes en France, on les retrouve très souvent en train de profaner des églises, et Notre-Dame, c'est vrai qu'il y a pu y avoir des choses faites dans les sociétés musulmanes, je pense en particulier à la Tunisie. Et du coup, c'est vrai que de façon assez surprenante, j'ai déjà pu rencontrer alors ils sont pas très nombreux ou nombreuses, mais des gens dans notre mouvance qui disent « Ah ouais, mais elles font quand même des trucs par rapport à l'islam ». Ce qui est évidemment gênant, parce que là, du coup, l'islam devient le seul... finalement le seul point commun, ou le seul point de crispation, alors que en effet le combat les formes de lutte des Femmes et les Femmes en elles-mêmes sont hautement critiquables. Alors ça nous amène à tout le débat actuel, hein, sur les théories du genre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez suivi, Louise ?
Suite aux manifs pour tous et aux engagements qui se sont prolongés suite à nos participations aux manifs, forcément ces théories nous ont touchés, non pas directement car nous n'avons plus à les subir à l'école, heureusement, puisque nous avons depuis longtemps fini le lycée, mais tous les jours, nous voyons, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres supports, nous voyons les ravages de la théorie du genre. Alors, on dit que cette théorie est invalidée, que c'est un montage de notre mouvement, que ça n'existe pas du tout, qu'il y aurait certains théoriciens aux États-Unis qui, dans les années 80, auraient éprouvé, aux années 70-80, auraient en effet inventé cette théorie, puis qui aurait été reprise ensuite en Europe, mais d'une manière différente. Mais toujours est-il que lorsqu'on regarde l'ABC de l'égalité sur les sites du gouvernement, l'on voit bien Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem dans les écoles où de petits enfants sont éduqués, des enfants de 6 ans, on voit cette ministre dire à une classe oui mais vous mes jeunes filles mais vous pouvez être ouvrier, vous pouvez être maçon comme les garçons, hein. C'est pas parce qu'on vous a dit que vous ne pouvez pas l'être qu'il faut refuser de le faire. Donc moi je trouve ça tout simplement aberrant que quotidiennement on inculque aux enfants cette égalité des genres, cette égalité des sexes et qui est totalement inconstructive et qui ne mène à rien si ce n'est à une perte de repères des enfants. Donc après, je ne sais pas s'il y a réellement ce qu'on appelle une théorie du genre, le fait de vouloir niveler toutes les différences entre les sexes, clairement réfléchi par l'État, mais il y a en effet une volonté de perturber les enfants dès leur plus jeune âge. Oui. En même temps, je vais me faire l'avocat du diable, hein. Mais après tout, vous êtes passé, Louise, vous dites, ça fait déjà un bout de temps qu'on n'est plus au lycée. Bon, j'ai forcément un point de vue un petit peu différent. Enfin, la longueur du temps est relative à chacun, mais j'aurais tendance à me faire l'avocat du diable. Il n'en demeure pas moins, quand on regarde sur l'orientation générale dans le système éducatif français, que ce soit dans le public ou dans le privé, d'ailleurs, il n'y a pas de grande différence. On n'en observe pas moins quand même qu'il y a des orientations plutôt masculines, je pense par exemple à toutes les séries scientifiques, et des orientations plutôt féminines. Ça, pour le coup, est-ce que c'est critiquable d'essayer de travailler contre ? Disons que si une fille a envie de faire des sciences, elle doit pouvoir le faire. Ça, j'en suis persuadée. Après, de là à asséner constamment aux enfants que les filles doivent faire des séries scientifiques parce que jusque-là, il n'y a que des hommes qui y sont, non, ça, je trouve ça aberrant. Je pense qu'on devrait plutôt leur inculquer la volonté et leur donner les moyens de faire ce qu'ils veulent après, surtout. C'est ça qui est fondamental. Marie ? Oui, tout comme l'a dit Alaïs, je pense qu'il faut laisser aux femmes le choix, puisque être libre, c'est pouvoir choisir ce que l'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, et que si une fille n'a pas envie d'aller dans une classe de sciences, elle ne doit pas être obligée d'y aller, on n'a pas à lui dire il faut y aller, il faut que les femmes puissent y accéder si ce n'est pas ce qu'elle veut faire. Je pense que c'est à chacune de choisir, mais aujourd'hui, dans les lycées, je n'ai jamais vu trop de difficultés. Les filles qui étaient bonnes en sciences, par exemple, et qui voulaient aller en sciences, pouvaient tout à fait aller en classe de sciences ou quoi. Je n'ai jamais vu d'empêchement par rapport à ça, et je ne pense pas que mes camarades ici présents aient vu cela aussi au cours de leurs années de lycée. Donc j'ai l'impression que le gouvernement cherche à nous imposer à tout prix une liberté dont certains et certaines ne veulent pas forcément. Du coup, ce n'est plus une liberté puisqu'ils cherchent à nous imposer des choses sous le fait d'être libre de choisir. Louise ? Une chose est sûre, c'est que si une fille veut accomplir une profession qui en général est réservée aux garçons, si elle le veut vraiment, elle mettra tout en œuvre pour l'accomplir. Par exemple, je pense à cette femme pilote, Caroline Aigle, qui a été une des premières femmes à avoir ses ailes, il me semble, et qui a été une pionnière dans le monde de l'aviation. Et elle, son seul rêve, bien sûr, c'était de voler. Et elle n'avait pas eu ces facilités, c'était pas une profession ouverte à toutes. Au contraire, elle a été la première à ouvrir cette voie. Et alors qu'aujourd'hui, si tout devient ouvert à tout le monde, si tout devient facile, il n'y a aucun mérite à
à gagner, aucun mérite à avancer, puisque tout nous est offert sur un plateau d'argent. Et je trouve ça assez ridicule, c'est le contraire de la méritocratie. Tout devient banal et facile à acquérir, et ça participe en fait à cette dévirisation de la France. Je dis pas que les femmes doivent être viriles, mais je dis que si elles veulent quelque chose, elles doivent le gagner, elles doivent faire elles doivent être fortes et mettre tout en œuvre pour le mériter. D'accord. Alors au-delà des théories du genre, on peut évoquer éventuellement l'aspect social, parce que finalement ça cache tout ce débat autour des. Bon, alors on va faire une concession, on va dire des théories du genre. Puisque nos adversaires, vous le rappeliez Louise, ont bataillé pour dire mais pas du tout, c'est une invention, il n'y a pas une théorie, il y a des études. Bon d'accord, il y a des études du genre qui généralement vont à peu près toutes dans le même sens et pour affirmer à peu près la même chose, ce qui fondait en droit le fait d'en faire une théorie. Si vous voulez, à un moment, lorsqu'on a des idées ou des courants convergents qui finissent par à peu près dire la même chose, c'est pas de l'abus de langage à un moment de considérer que ça finit par former une théorie ou un courant. Bon, mais on va dire d'accord, des théories du genre. Au-delà des théories du genre, il reste quand même, et bon là on parlait un petit peu du système éducatif, mais il reste quand même à l'échelle de notre société des inégalités, en particulier des inégalités sociales. Alors je pense aussi bien sur les salaires que par exemple sur les tâches ménagères. C'est quelque chose qui là aussi qui vous intéresse ou vous considérez que c'est normal, ou je sais pas, quel est votre point de vue, Laïs ? Alors pour les salaires, je trouve ça inacceptable si la femme fait le même travail que l'homme. Ça me semble évident qu'elle doit être payée de la même manière. Pour les tâches ménagères, c'est plus compliqué. C'est quand même bien pratique le partage des tâches, objectivement. Et puis on n'est plus dans la même situation. Aujourd'hui, les hommes vivent seuls, ils vont faire des études ailleurs, ils quittent papa, maman, ils font leur lessive, ils passent l'aspirateur, ils font leur vaisselle. Et donc, presque en tout cas. Et dans ce cas-là, à partir du moment où ils se retrouvent en couple, si les deux travaillent, je vois pas pourquoi l'homme ferait pas les mêmes tâches que la femme et le travail serait pas partagé de façon équitable. Après, je pense que l'État n'a pas à s'introduire dans la vie du couple et c'est au couple de décider entre eux, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qui doit être réglementé. Bah, pour le coup, moi, en fait, c'est pas tant l'État d'ailleurs, je trouve, qui intervient dans ce domaine-là, mais pour le coup que l'immigration. Parce que finalement, le modèle familial, et j'ai l'occasion, hélas, de pouvoir voir ça de près à peu près tous les jours que fait la semaine. Globalement, il y a quand même un modèle, je trouve, familial et social qui, au niveau des différentes couches migratoires ou des différentes catégories migratoires, justement tire en fait ce modèle-là vers le bas. C'est-à-dire que tous les hommes, en effet, n'interviennent pas, ou en tout cas n'ont pas évolué de la même façon. Et ça, de ce point de vue-là, je trouve que ça, c'est quelque chose qui, moi, me dérange personnellement. C'est que l'immigration, je trouve, nous tire vers le bas. C'est-à-dire qu'on avait sans doute peut-être trouvé un équilibre familial, social, entre hommes et femmes dans nos sociétés. Alors, équilibre que certains d'entre nous ou certains de nos éditeurs peuvent regretter, d'autres peuvent s'en féliciter. Moi personnellement ça ne me pose pas problème, et autour de nous je sais que les cadres du MAS sont généralement plutôt des gens qui non seulement mettent la main à la pâte mais qui font énormément de choses au niveau familial, aussi bien au niveau des enfants que des tâches ménagères justement. Et globalement je trouve que l'immigration nous tire vers le bas de ce point de vue là. Mais Louise, par rapport à cette question des inégalités sociales, je n'ai pas très bien compris votre avis au sujet de l'immigration. En quoi cela pénalisait notre c'est que pour moi, l'immigration renvoie en fait à un modèle social et familial dont on était sorti. Qui était une suprématie, moi je le vois bien au niveau en particulier de l'éducation, une éducation très très différenciée pour le coup entre garçons et filles, qui font que les garçons sont des petits rois. Il y a une éducation du mépris au niveau pour le coup d'une partie des garçons issus de l'immigration qu'on ne retrouve pas chez les filles. Et je trouve que ce modèle-là pèse par le poids de l'immigration sur l'équilibre familial auquel nous on était arrivés dans la société française. Après je peux me tromper, c'est un avis ou un point de vue strictement personnel. Oui. En effet, le modèle que vous évoquez est une régression, et aujourd'hui, pour une femme, ne pas devoir se cantonner au foyer, mais aussi avoir un travail, tout en le soir retrouvant sa maison et ses aises à la maison, je pense, est un soulagement. Mais
comment dire, par exemple, ma mère est femme au foyer. Et je trouve ce statut tout à fait appréciable et elle aussi, elle s'en porte très bien. Mais quant à moi, je pourrais jamais me contenter seulement de rester au foyer. Je voudrais travailler tout en m'occupant de ma maison. Et je pense que les deux sont conciliables et c'est ce qui fait l'équilibre d'une famille. Alexandre ? Oui, par rapport à la question de l'immigration et justement des conceptions de la famille différentes, après, je pense que c'est aussi une partie de l'éclatement de la société française, c'est-à-dire que il y a aujourd'hui des réalités différentes au sein même d'une même société, c'est-à-dire que l'éclatement, le communautarisme a apporté justement cette situation où des gens peuvent vivre dans des modèles culturels complètement différents sur le même territoire. Donc forcément, il y a des fractures, il y a des heurts et des remises en cause des deux côtés. Et c'est vrai que par rapport à ça, je pense que c'est aussi un élément à prendre en compte dans le sens que l'immigration en tant que telle amène d'autres modèles de civilisation qui sont différents des nôtres, ça c'est certain. Après aussi, nous oblige à nous interroger sur notre propre modèle de civilisation. C'est-à-dire que par exemple, je prends le combat actuellement mené contre la théorie du genre, vous avez des personnes de confession musulmane, vous avez des personnes issues justement de sociétés plus traditionnelles, comme par exemple d'Afrique, qui sont contre cette théorie, comme vous aviez dans les manifs pour tous des personnes issues de l'immigration. Disons que c'est quelque chose de très ambigu par rapport à ça, dans le sens que nous avons, nous en tant qu'Européens, aussi pas notre responsabilité, mais je dirais, nous sommes aussi le fruit de choses qui ont aussi démembré la famille, et donc certains problèmes qui se posent à l'heure actuelle sont aussi liés à ça. Alors c'est sûr qu'en tant qu'Européenne, et je pense que cela est une très très bonne chose, nous avons su aussi créer un modèle de civilisation propre et que nous devons défendre, et aussi défendre aussi bien envers l'autre que aussi au sein même de notre société, en sachant que la remise en cause de la tradition européenne est aussi portée par des Européens eux-mêmes. Donc c'est la modernité qui détruit aussi nos fondements de nos références culturelles et justement dans le cas de la famille, qui détruit la famille. C'est sûr que par exemple dans le monde du travail, il y a eu une grande transformation de la société justement avec l'émergence, disons, d'un travail féminin, et justement par rapport à ça, les théories du genre actuellement, je pense en tant qu'observateur, apportent une négation du collectif pour mettre en avant l'individu. Et c'est vrai que par exemple dans les études sociales, on se rend compte que par exemple l'individu est maintenant mis beaucoup plus en avant qu'avant, et on oublie le collectif. Et justement, pour revenir à la question de l'engagement militant, c'est vrai qu'on se rend compte dans la plupart des études universitaires, de sociologie, une négation complètement de cet aspect-là de l'existence collective, avec par exemple depuis les années à peu près 80, un basculement, disons, on avait beaucoup d'études, et justement je vais poser la question à Laïs, de savoir beaucoup d'études sur l'engagement militant, l'aspect, disons, de monde de contre-culture qui pouvait être véhiculé par les mondes militants, communistes par exemple, ou syndicaux. Et justement, cette négation de l'engagement militant est peut-être aussi une négation de l'action collective. Donc je voudrais poser la question à Laïs, qui a travaillé justement sur le numéro sur cet aspect-là, dans la formation de son questionnaire, si elle avait eu, disons, assez de sources récentes sur ce sujet-là. Non, absolument pas. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment choquée d'ailleurs en décrivant l'article. Enfin, avant de l'écrire, en fait, je suis allée en bibliothèque à la Sorbonne chercher s'il n'y avait pas des études sociologiques sur le militantisme féminin, justement pour pouvoir analyser le questionnaire de façon correcte. Et en fait, j'ai rien trouvé du tout. Si, j'ai trouvé un livre sur le militantisme syndical des femmes à Saint-Nazaire de 1930 à aujourd'hui, en gros, 80 quoi. Et je trouvais ça vraiment, j'avais été estomaquée parce que je pensais qu'entre, les études sociologiques depuis les années 70, les études de genre récemment, il y aurait eu des scientifiques, des sociologues qui se seraient intéressés au militantisme féminin, parce que c'est quand même extrêmement riche de voir comme ça des filles militer dans des mouvements qui sont majoritairement masculins. Et non, les seuls ouvrages sur lesquels je suis tombée, c'est les femmes en politique, politicienne. Ou alors les femmes et le féminisme. Voilà, donc c'est comme si les femmes ne pouvaient lutter que pour leurs droits en fait.
et qu'elles pouvaient pas militer pour autre chose que pour ce qui les concerne elles, quoi. Et donc je trouvais ça assez scandaleux. J'avais été vraiment très étonnée. Alors peut-être qu'après il existe des études que j'ai pas vues aussi, ou qui, à côté desquelles je suis passée, hein, c'est possible. Bon, en tout cas ça veut dire qu'elles sont très peu diffusées. Je pense que ça correspond aussi à une évolution générale, c'est-à-dire que tout ce qu'on appelle l'histoire sociale en France a été très largement dominé pendant en gros toutes les années 50, 60, même 70 par le Parti communiste et des satellites, qui globalement, je pense, ne mettaient pas du tout en avant cette dimension féminine pour le coup. C'était vraiment des structures qui ne faisaient pas de différence entre hommes et femmes, et donc à un moment qui étudiaient l'aspect social, mais pas du tout en effet en le différenciant selon hommes et femmes. Puis à partir des années 80, on a en fait un détricotage de l'histoire sociale au profit d'une histoire de la société, on va dire, avec des gens comme Alain Corbin, en gros une approche qui est une approche des sentiments, du sensible, etc. à l'intérieur de l'histoire sociale, et de moins en moins en fait une dimension purement de lutte des couches populaires, en particulier par le biais du syndicalisme ou autre, parce que c'est les années 80-90, tout ça a été devenu ringard. On ne parle plus du capitalisme, on a eu l'occasion d'en parler dans l'émission de la semaine dernière avec les camarades d'Éléments. Le capitalisme est devenu un gros mot, à la place on parle de mondialisation, etc. Et donc en fin de compte, tout ce qui est lutte sociale, du coup, a eu tendance à disparaître ou à très largement diminuer. Et donc du coup, y compris, je pense, on a fait des études sur l'engagement des femmes, soit sur le plan syndical, soit sur le plan politique. Mais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a parlé plus de politique. Finalement, pourquoi est-ce que les femmes ne s'engageaient pas au niveau politique ? Si on étend en fait la question à l'aspect du militantisme, pourquoi du coup est-ce que les femmes en fait auraient cette réticence, on va dire, à s'engager sur le plan du militantisme ? Anaïs ? Alors je pense que d'une part il y a la société en général qui je pense que là pour le coup il y a un impact de la société et des on-dit que les femmes n'ont pas leur place en politique, ou qu'il faut être forte pour y aller, et a fortiori dans la politique plus militante, de terrain, et puis nos milieux renvoient une image extrêmement masculine, parce que déjà il y a quasiment que des garçons, objectivement il faut bien le dire, et puis ce sont des activités qui sont assez physiques. Tout ce qui est collage par exemple, c'est de l'image qu'on a du militantisme en fait, le collage, le tractage, des choses comme ça. On voit pas tout le côté invisible justement, tout le côté administratif, le côté cercle de formation, etc. Et donc les filles se disent voilà, c'est un milieu de garçons, comment est-ce que je vais faire pour m'adapter, comment est-ce que je vais faire pour m'intégrer, je vais jamais arriver à coller, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Et il y a une sorte de pression sociale qui fait que la femme ne s'engage pas. Et par ailleurs, ça me rappelle une phrase que j'avais lue dans l'ouvrage que je citais tout à l'heure sur le militantisme syndical à Saint-Nazaire. Il y avait donc des témoignages de femmes, et il y en avait un notamment où la femme disait que manifester, c'était pour elle avoir du feu sur sa peau. Ce qui montre bien il y a une barrière à franchir en fait, et le fait de devenir visible, socialement visible, dans une manifestation ou dans la rue, en tractage, en collage. Et c'est un pas à franchir qui semble être plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Il y a une sorte de honte, en fait, presque à se montrer ouvertement. Bon, alors, c'est une étude qui date d'il y a quelques années quand même, donc peut-être qu'aujourd'hui, ça s'est largement atténué, mais je pense que ça existe encore chez de nombreuses femmes. Et du coup, pour faire le dossier, en fait, vous êtes allé chercher qui ? Toutes les militantes que je connaissais. Les filles qui militent actuellement ou qui ont milité activement, que je connaissais. J'ai eu 2-3 contacts aussi par Alexandre, mais honnêtement déjà ça fait très peu, et voilà, donc des militants de Génération Identitaire, du MAS. J'aurais bien aimé aussi aller fouiller avec ce qu'on appelle l'extrême gauche dans les milieux anarchistes. J'aurais bien aimé avoir leur réponse au questionnaire, ça aurait été extrêmement intéressant je pense, mais bon, j'ai pas eu le temps spécialement et ni les contacts suffisants, donc j'ai pas pu le faire. Oui, on connaît tous le sectarisme pour le coup de ces milieux-là, donc je pense que ça aurait été en effet peut-être compliqué. Oui, Alexandre ? Ouais, d'ailleurs, je pense que de mémoire, je me rappelle pas justement de publication qui est vraiment traité de ce sujet-là, de l'engagement militant, pour le coup, dans des organisations, disons, mixtes, du point de vue de l'extrême gauche.
Je crois que d'ailleurs, de mémoire, j'ai pas de souvenir, peut-être au NPA ou à l'époque à l'LCR, il y a eu des papiers sur ça, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est intéressant à voir, c'est que est-ce qu'ils s'interrogent de la même façon en face, quoi. Et parce que, et est-ce que surtout la situation est la même, parce que de toute façon il y a beaucoup de traits dans les milieux radicaux, qu'ils soient de gauche ou d'extrême gauche, qui se recoupent avec nos milieux radicaux à nous. Donc ce serait intéressant de voir s'il y a quelque chose qui a été fait dans ce sens-là, quoi. Je pense que la situation est sans doute à la fois similaire et différente. Elle est différente dans le sens où je pense que leur proportion de militants féminins, de militantes féminines est plus importante, en fait. Pour avoir quelques souvenirs, en particulier de l'université, hein, visiblement il y avait quand même une proportion supérieure. Alors pas une majorité non plus, hein, de filles, mais je pense quand même une proportion plus importante que chez nous. Donc d'une part, ça change un petit peu le rapport. Donc d'une part, et puis par ailleurs, ils ont chez eux, je pense que très rapidement en fait le militantisme féminin débouche sur pour le coup un militantisme féministe. Et donc la problématique est sans doute pas du tout la même que chez nous. Louise ? Oui, on constate en effet dans ces milieux une surreprésentation de la femme. Par exemple, dans leurs articles, j'ai récemment lu une sorte de code de grammaire contestant cette règle élémentaire qu'on apprend en CM2 ou même avant, disant que pour accorder des adjectifs, c'est le masculin qui l'emporte. Eux nient ceci et affirment que le féminin peut l'emporter. Ce qui fait que lorsqu'ils écrivent leurs textes, des manifestes, on voit souvent, vous savez, militantes avec un grand E majuscule, mais ils ont aussi des nouveaux accords. Par exemple, au lieu de dire ce et celle, ils mettent seul, C-E-U, 2-L-E-S. Ce qui ça amène à une sorte de parité, de mixité, je sais pas trop comment appeler ça, mais ils mettent très en avant les femmes. Et donc, comme vous disiez, en effet, ce n'est plus une vision féminine, mais totalement féministe de la chose. Donc, ce qui explique peut-être le nombre de femmes présentes dans leur milieu, mais je me demande si elles sont présentes, enfin, si elles ont les qualités militantes requises, ou si elles sont là seulement suite à une propagande féministe bien menée. Puis surtout, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose finalement dans la place, dans les responsabilités confiées finalement. Parce que si on accepte Lutte ouvrière, hein, qui a mis toujours un point d'honneur à avoir une porte-parole, en tout cas depuis Arlette Laguiller, avant Arlette Laguiller, je sais pas, mais d'ailleurs il n'y a qu'Arlette Laguiller puisque ça a été la première voilà, première porte-parole de Lutte ouvrière, mais sinon au niveau des autres organisations, j'ai pas l'impression que les femmes aient des responsabilités confiées qui finalement soient foncièrement différentes de nos milieux. Je peux me tromper, mais... Non, disons que je pense qu'il y a surtout une sectorisation beaucoup plus forte à l'extrême gauche, dans le sens que par exemple une femme sera pour le NPA ou LCR, elle sera dans la commission femmes, forcément. Donc forcément c'est aussi une façon d'isoler les femmes entre elles, dans le sens qu'on leur donne une place définie dans une organisation, disons qu'elles doivent se sentir impliquées dans les aspects féministes de l'engagement et pas forcément sur d'autres terrains où on ne les entendrait pas. Par exemple, je pense à des commissions sur l'immigration et tout ça, la présence féminine était quand même moins importante dans ces commissions-là au LCR et aussi maintenant au NPA que par exemple sur cette commission-là est très particulière, quoi. Donc parce qu'il y a justement il y a eu des polémiques autour de ça avec des fameuses histoires des candidates voilées du NPA. Donc et c'est vrai qu'il y a quand même un rapport. On définit un champ où normalement les femmes doivent intervenir et on leur laisse ce champ-là. Mais après sur les questions, par exemple, je pense aussi aux commissions ouvrières, je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes dans ces commissions-là, au LCR aussi. Donc il y a quand même des questions qui restent, comment dire, exclusives aux hommes, quoi. Et aussi je pense que par exemple dans certains groupes d'extrême gauche aussi, il y a aussi ce qu'on disait, l'aspect viriliste que l'on trouve aussi chez nous, dans le sens que il y a certaines organisations, par exemple le service d'ordre, je me rappelle dans les années 70 il y avait quand même un grand débat à LCR sur savoir est-ce que les femmes devaient faire partie du service d'ordre de la LCR à l'époque de la Ligue communiste, qui était un service d'ordre très violent, très viriliste et avec une image très guerrière, avec des camps d'entraînement quasiment militarisés des militants. Et donc il y a toujours eu ce débat pour savoir quelle place pour les femmes dans la structure militante, surtout dans les structures militantes de combat. Donc ça renvoie aussi aux questions qui sont propres à nos groupes. Je pense que selon le rapport entre guillemets à la violence, qui est il faut le dire, quand même assez important dans nos milieux, la place des femmes est là
à ce moment-là très difficile à définir. C'est que les femmes qui peuvent définir leur implication par rapport à cette question-là. Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rire, pour revenir sur ce que vous disiez sur l'aspect viriliste. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rire en voyant certains services d'ordre ou certaines structures, je pense à la CNT ou au milieu Antifa, qui passent leur temps à nous traiter de mouvements machistes, etc., et qui finalement n'alignent systématiquement en face que des garçons, parce qu'évidemment c'est pas le fait de se battre ou se défendre n'est évidemment pas une affaire de filles, ce n'est qu'une affaire de garçons. Oui, même dans le monde syndical avec le service d'ordre de la CGT, qui est quand même un des services d'ordre les plus efficaces qu'on connaisse en France, qui est entièrement composé d'hommes quasiment. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un rapport assez ambigu à ça, quoi. Et c'est vrai que dans nos milieux, la question peut-être qui fait la différence, c'est cette question de la violence, de la défense, de l'organisation de l'autodéfense militante. Et c'est vrai que selon les organisations, la question se pose plus ou moins, disons, de façon concrète sur le terrain, quoi. D'accord. Nous allons faire une deuxième pause musicale qui nous la présente. Louise ? J'ai choisi un titre de Dernière Volonté, un groupe de dark folk que j'apprécie beaucoup, avec un côté martial, donc une musique très, très envoûtante. Donc le titre s'appelle L'eau pure, et c'est une musique assez mystérieuse avec de belles paroles que je vous laisse écouter.
Bien, après cette pause musicale, de retour pour la dernière partie de l'émission, où nous allons éventuellement revenir d'ailleurs sur des choses sur lesquelles on est peut-être passé un petit peu vite, ou dans la continuité de ce que nous disions dans la deuxième partie. Pour revenir sur l'engagement concret, finalement, est-ce que... là aussi, j'aurais tendance à être un peu provocateur, mais est-ce que les filles chez nous ne sont pas finalement utilisées avant tout pour leur qualité physique, entre guillemets, pour leur qualité gracieuse? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de fois, et je pense par exemple à certaines manifestations du 9 mai, où les camarades féminines portaient la banderole finalement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ressentez ou... Oui, complètement. Je pense que mes camarades sont d'accord avec moi. On nous sollicite extrêmement souvent pour tenir les banderoles. Alors c'est vrai comme ça passe toujours mieux, une fille qui tient une banderole plutôt que 5 mecs en blouson de cuir noir, c'est sûr. Après... Et le problème, c'est qu'il y a des filles qui font que ça, en fait. Elles servent de potiche un peu. Elles ont un joli rouge à lèvres, un joli sourire, et donc on les met devant. Et en fait, elles s'engagent pas à côté. C'est une des formes de militantisme dévoyé, entre guillemets. Et c'est un des points... Enfin, c'est un fossé dans lequel on peut vite tomber... Un défaut dans lequel on peut vite tomber quand on commence à militer, c'est t'es jeune, t'es jolie, tiens, prends la banderole, tiens, mets-toi à côté de moi, je suis devant la caméra, tiens, mets-toi là, et fais rien d'autre, quoi. Sois belle et tais-toi. Et il y a l'autre défaut, enfin le défaut inverse, celui de la fille qui, à force de fréquenter des garçons, et ça arrive très vite, fait comme eux, elle s'habille comme eux, elle parle comme eux, elle devient comme eux, elle pense comme eux, et voilà quoi, elle va chercher à se muscler, elle va devenir un mec, enfin elle va se viriliser complètement et devenir un homme, enfin presque, hein. Et c'est donc deux défauts, la cruche et la femme virile, enfin au sens négatif du terme, parce qu'une femme virile, ça peut être bien aussi, dans les sources médiévales par exemple, c'est le positif, mais voilà, c'est deux défauts dans lesquels on peut tomber facilement quand on commence à militer. Et en fait, c'est être une militante au sens propre du terme, être une vraie militante qui se respecte, qui est considérée comme un homme, mais qui n'est pas un homme. Enfin, qui est considéré plutôt au même titre qu'un homme, mais pas comme un homme. C'est un équilibre extrêmement délicat à conserver durant tout le parcours militant. Marie ? Oui, je pense aussi que se cantonner à tenir la banderole, n'est pas épanouissant d'un point de vue militant pour la personne, pour la jolie fille qui n'est considérée que comme teneuse de banderole, mais aussi pour l'organisation en elle-même, puisque il faut... je pense qu'une femme peut très bien aussi avoir les mêmes responsabilités ou ou apporter des bonnes idées au même titre qu'un homme. Donc, tout en considérant qu'il y a des différences évidemment entre les hommes et les femmes, il ne faut pas nier leur complémentarité et le fait qu'ils puissent qu'ils puissent être égaux sur plein de points. Donc il ne faut pas cantonner les femmes, et il ne faut pas non plus se cantonner à des rôles qui pourraient être strictement féminins, comme l'esthétique, la présentation, comme disait Alaïs, tenir la banderole, être devant la caméra avec celui qui parle. Et il faut participer et s'engager pleinement, parce que le militantisme est quelque chose qui se vit à fond, en fait, tout simplement, et qui n'est pas juste une question de pause ou de pause ou de... D'accord. Louise, vous vouliez revenir sur les aspects concrets, justement. Alors, des aspects concrets qui, du coup, sont alternatifs au fait de tenir la banderole seulement, ou de faire de la musculation pour ressembler à ses petits camarades masculins. Alors, on le sait, hein, par exemple, à Génération Identitaire, lorsque vous avez envahi Solferino, lorsque vous avez pris le toit de Solferino, les filles étaient représentées de façon tout à fait honorable. Néanmoins, c'est vrai que ce genre d'action peut éventuellement effrayer des gens selon le degré d'engagement qu'ils souhaiteraient. Tout à l'heure, on est passé un petit peu vite sur les formes concrètes d'engagement. Quelles peuvent-elles être ? En gros, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Bien, avant tout, les filles qui militent dans nos mouvements ne doivent surtout pas être des pots de fleurs. Elles ont leur place
partout, à vrai dire, partout, elles se sentiront à l'aise. Donc que ce soit dans le côté culturel, intellectuel, car nous prenons aussi la formation métapolitique. Ça peut être à travers les cercles de formation. Récemment, par exemple, je proposais un cercle sur les légendes arthuriennes. C'est un sujet que j'apprécie beaucoup et dont je me suis fait un plaisir de proposer à mes camarades de Rebane. Donc il y a ce côté culturel, il y a après... Juste, je suis désolé de vous interrompre. Oui, le paradoxe, c'est quand même, ça me vient tout de suite à l'esprit, c'est pour ça que je saute dessus. Le paradoxe, il est quand même qu'en effet, on a tendance à mettre les garçons en avant pour l'aspect physique et affrontement, ce qui est tout sauf injustifié. Mais très souvent, ceux qui tiennent le micro ou le crachoir, hein, comme on dit, c'est aussi des hommes. C'est-à-dire que finalement, en fait, on est dans une mouvance où les intervenantes sont finalement assez peu nombreuses également. Donc c'est vrai que du coup le point de vue culturel est important. Évidemment, dans notre mouvement, il y a tellement peu de filles encore ont eu des postes à responsabilité, que ce soit conseiller fédéral, porte-parole. Elles sont peu nombreuses, donc forcément peu représentées. Et en effet, lors des actions, ce sont surtout des garçons qui tiennent le mégaphone, ce sont surtout des garçons qui s'occupent de la communication, parce qu'ils ont les compétences et parce que ils sont 95% de garçons. Mais ceci ne nous empêche pas pour autant de participer à l'action. De par mon peu d'ancienneté, forcément, je suis loin de pouvoir prendre le mégaphone pour moi, pour diriger une action, mais je mets tout mon cœur à y participer. Car c'est aussi une des parties du militantisme, les actions, que ce soit des actions coup de poing ou donc des actions faites pour alerter le maximum de personnes grâce à une communication très bien rodée, ou alors que ce soit des manifestations. Les filles peuvent forcément y participer, donc comme disaient Alaïs et Marie, pas qu'en tenant la banderole, car je trouve ça un peu ridicule lorsque l'on voit 5 jolies filles, et puis ensuite tout le cortège derrière seulement des blousons noirs. Bon voilà, il y a une petite disproportion. Les filles ont leur place partout si elles veulent s'investir. Après, si elles veulent seulement se cantonner à tout ce qui est administratif, rien ne les en empêche. Mais il faut qu'elles sachent que nos mouvements sont tous sauf machistes et elles peuvent s'investir partout. Oui, parce que là, le caractère quand même de nos groupes, dans toute leur diversité, c'est quand même d'avoir un besoin en compétences qui est finalement très très varié, qui du coup peut être rempli absolument par tout le monde. En l'occurrence, par exemple à Lyon, vous avez un local qui tourne bien. Comme tournait le nôtre sur Paris avant que le feu et avant qu'il parte en fumée. Donc par exemple, oui, sur toutes ces gestions-là, je suppose que chacun peut y avoir sa place. Oui, évidemment, il y a le côté pratique. Donc ça, en général, c'est plutôt les garçons qui ont des formations de maçon, plombier. Ça, les filles, ils n'ont pas souvent, et on va dire, heureusement. Et après, par exemple, je m'occupe avec d'autres de la communication, de la création de flyers. Et ça, c'est très intéressant à faire. C'est instructif pour la vie professionnelle ensuite, car à vrai dire, ça m'a aidé pour trouver un job. Donc les filles peuvent très bien s'en mêler. Et elles ont des qualités, elles auront toujours les qualités requises. Et en plus, il faut dire qu'elles ont un sens inné et peut-être un peu plus aigu de l'esthétique, de l'organisation. Les qualités féminines complètent les qualités masculines. Donc les deux dans un mouvement sont très bons. D'accord. Il y a un aspect qu'on n'a pas du tout évoqué, qui est l'aspect spiritualité ou idéalisme, hein, on peut lui attribuer le nom que vous voulez. Au-delà, parce que les formes concrètes d'engagement militant, en effet, elles sont très variées, mais c'est du terrain, c'est du concret. Comment est-ce que vous inscrivez, vous, pour le coup, cette action et cette action concrète dans une dimension plus spirituelle? Qui a quelque chose à dire dessus? Marie? Non. Anaïs? Alors, sur la spiritualité, pas grand-chose. Sur le côté idéal, un peu plus, à travers le questionnaire que j'ai réalisé pour l'article, j'ai remarqué que toutes les filles, vraiment toutes celles qui ont répondu, ont dit qu'elles s'étaient engagées pour défendre leur idéal, sans croire elles croyaient, et pas du tout pour un point particulier, en fait. C'est vraiment flagrant, il y a une véritable volonté presque de transcendance, en fait. Et alors je sais pas si ça se retrouve aussi chez les hommes ou pas, hein, j'ai pas fait le questionnaire pour tous les hommes, mais en tout cas pour les femmes c'était vraiment flagrant. D'accord. Louise?
Je pense que transcendance est le bon mot. En effet, dans le militantisme, on cherche quelque chose qui nous dépasse, principalement dans la défense de nos valeurs et de notre identité, c'est-à-dire la défense d'un héritage millénaire qui nous a forgé, qui a forgé toute notre civilisation et qui est présent dans notre vie quotidienne, que ce soit à travers nos lectures, nos influences culturelles ou spirituelles, car en effet, spirituelles non pas au sens religieux du terme, certaines d'entre nous sont pratiquantes, mais après ceci c'est dans la sphère totalement privée. Le côté spirituel et ce côté idéaliste, comme je disais tout à l'heure, c'était cet idéal chevaleresque, ce besoin de connaître quelque chose de plus grand, de s'engager pour quelque chose qui nous dépasse. D'accord. Par rapport à l'avenir, parce que vous avez donc toutes entre 20 et 25 ans, donc on peut dire quand même que vous commencez votre existence, hein, peu de choses près. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ce militantisme sur le long terme ? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui s'identifie justement à une période de jeunesse, et puis plus tard, lorsque vous serez amené à fonder une famille, tout ça devra s'arrêter? Ou est-ce que vous imaginez que ça puisse prendre d'autres formes, Anaïs ou Marie? Oui, non, je pense que l'engagement militant est quelque chose qui se vit au jour le jour, parce que c'est un ensemble de valeurs qu'on défend, donc c'est un ensemble de valeurs que nous devons aussi défendre et appliquer dans la vie quotidienne. Je pense pas qu'il y ait une vie militante d'un côté avec les actions, l'organisation, la vie sur le terrain, et d'un côté la vie quotidienne où on peut avoir un comportement tout à fait différent, qui n'a pas un rapport. Pour moi, les deux sont intimement liés, et pour une vie la vie de militant, c'est vraiment quelque chose qui se pratique en permanence, parce que c'est pas juste un état passager, c'est vraiment un état d'esprit en fait. Oui, mais pour le coup, pour autant, est-ce que une fois qu'on a fondé sa famille, et par rapport à justement à un rôle, une complémentarité homme-femme, est-ce que le militantisme finalement ne vient pas empiéter ou contredire entre guillemets ce rôle, Anaïs? Moi, je pense que fonder une famille, c'est un acte militant. Donc à partir de là, la vie de famille est une vie militante. Mais moi je pense et j'espère, après peut-être je pense que quand j'aurai des enfants, je continuerai de militer, après peut-être sous une forme un petit peu différente, mais j'aurai toujours cet engagement dans un mouvement. Je pense c'est nécessaire pour moi en fait pour l'instant. Après peut-être que oui, et peut-être qu'effectivement à 30 ans on ressent d'autres besoins, et je verrai quoi, mais pour l'instant je pense toujours militer. Marie? Je pense qu'on peut militer en fait à tous les âges de la vie, mais évidemment d'une façon différente. On ne milite pas de la même façon quand on est étudiant à 18 ans et de la même façon quand on a 45 ans, une famille. Mais je vois au mouvement d'action sociale, il y a beaucoup de militants du coup, mais qui ont des enfants, qui sont mariés, qui ont une vie de famille, qui ont des enfants, certains petits, et il n'empêche qu'ils continuent de militer à côté, qu'ils sont très actifs pour la cause. Donc le militantisme peut revêtir différentes formes, mais je pense que il y a vraiment plusieurs, et ça qui est bien dans le militantisme, c'est qu'il y a vraiment un large panel de possibilités, il y a vraiment plusieurs façons de militer, et je pense que chacun peut y trouver son compte. Oui, non, pour les familles et les enfants de mes petits camarades, je confirme. Louise? Oui, par exemple, pour Anaïs et moi, le mouvement auquel nous appartenons, Génération Identitaire, est un mouvement de jeunesse, ce qui fait que bientôt nous n'aurons plus l'âge, car c'est jusqu'à, 30 ans, c'est-à-dire un mouvement vraiment qui privilégie l'action. Mais peu importe, car le militantisme s'adapte à tous les âges de la vie, et le militantisme est avant tout une histoire de valeurs, d'idées, de convictions, ce qui fait que nous, jeunes, nous pouvons consacrer toute nos forces actives à la défense de notre identité et nos valeurs à travers des actions péchues, mais en grandissant, notre évolution suivra notre militantisme suivra notre évolution, ce qui fait que nous militerons de manière différente, que ce soit, comme disait Alaïs, en fondant une famille, que ce soit en nous engageant peut-être en politique, ou alors, je sais pas, en ayant une mission culturelle en faveur de nos idées, mais cela s'adaptera à notre vie avec l'évolution, avec notre propre évolution.
Je rebondis sur ce que vous dites, Louise, parce qu'en effet, génération identitaire, même si vous avez eu un dirigeant quand même qui a dépassé la trentaine à une époque. Mais c'est vrai que normalement c'est plutôt une organisation de jeunesse. Est-ce que le fait de briguer, je sais que le bloc identitaire en particulier insiste là en ce mois de mars, enfin depuis maintenant cet automne, sur le fait d'essayer de se présenter aux élections municipales, par exemple, sur des listes, qu'elles soient affichées identitaires ou pas, sur des listes amies ou sur aussi sur des listes d'intérêt communal, puisqu'on le sait, sur les 36 000 communes qui existent en France, c'est quand même l'immense majorité des communes de présenter des listes qui ne sont pas partidaires, en fait, parce que tout simplement la taille de la commune ne le permet pas. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresserait, quelque chose que vous avez déjà envisagé ou pas, de se présenter à des élections locales. Je crois que pour l'instant, des élections sur un niveau supérieur nous sont très largement, nous tous, petits mouvements, nous sont très largement inaccessibles, mais ne serait-ce par exemple que sur les élections municipales, c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé ou pas du tout? Louise? Oui, étant militante, forcément, la politique m'intéresse. Et en effet, je me suis inscrite sur une liste Front National RBM, à Lyon. Donc, je vais participer aux élections, car c'est aussi un secteur, une voie du militantisme qui peut être intéressante à exploiter ou à connaître. Mais je suis pas sûre, ensuite, dans ma vie future, de continuer la politique politicienne, car je préfère vraiment le combat métapolitique. D'accord. Anaïs? Moi oui, parce que je pense que je pense que l'engagement municipal est très important, l'engagement politique tant qu'il reste local en fait. Je pense qu'essayer d'avoir un minimum d'influence sur la politique de la ville, c'est très important. Après, c'est moi, parce que je suis née là-bas, je viens de là-bas, de Toulouse, etc. Donc c'est important de pouvoir avoir une influence. Mais bon, on verra plus tard. Marie? Je ne suis pas. Évidemment, je suis l'actualité de la politique, la grande politique, la politique politicienne, parce que c'est ce qui nous gouverne, c'est ce qui nous entoure. Mais je suis plus révolutionnaire que réformiste, si l'on peut dire. Et je ne pense, pour moi, essayer de réformer des institutions qui sont des institutions et un système qui est totalement pourri est quelque chose qui me paraît assez compliqué. Donc c'est quelque chose qui, même si cela m'intéresse, bien sûr que je suis, c'est quelque chose qui m'attire peu, qui m'attire moins que le militantisme de notre mouvance en fait. D'accord. Si vous aviez des conseils, parce que donc une émission de Méridien Zéro, ça va de à peu près 5 000, 4 000, 5 000 auditeurs, on va dire, et auditrices, jusqu'à parfois 20 000 pour celles qui ont le plus de succès. J'espère que celle-ci en fera partie. Et donc sur la proportion de personnes qui nous écoutent, il y a forcément une proportion féminine qui serait pour le coup bien incapable, dont je serais bien incapable de chiffrer ou de donner une évaluation, parce que on ne sait pas exactement qui nous écoute. On a des provenances géographiques, et par exemple sur ce qui nous est arrivé et sur le courant de solidarité qu'il a pu générer, on a pu voir arriver des messages et des dons aussi d'un petit peu partout dans le monde, que ce soit du fin fond de l'Asie, en passant par l'Australie, le Canada, mais aussi l'Algérie. Donc puisque nous savons que nous avons un auditeur là-bas, je pense qu'il va se reconnaître. Donc on a des gens qui nous écoutent de partout. Par contre, évidemment, on ne connaît pas leur identité sexuelle. Et je suppose que parmi la proportion de femmes qui nous écoutent, ou de femmes et de jeunes femmes qui nous écoutent, forcément, il y en a un certain nombre qui ne militent pas, ou qui n'a jamais pensé, imaginé franchir le pas, franchir ce Rubicon. Quel conseil est-ce que vous auriez à donner à toutes ces auditrices qui à un moment se tâtent, se disent oui, pourquoi pas, et puis qui finalement ne le font pas? Marie? Moi, je pense que c'est à vous d'être actrice et maître de votre propre vie, et de décider si vraiment vous voulez militer, pourquoi ne pas le faire, si vraiment c'est ce que vous voulez. Je pense qu'il faut vraiment se battre pour les choses qui nous tiennent à cœur, et que voilà, il faut décider du cours qu'on veut donner à sa vie, et ne pas laisser les autres décider pour nous. Alice? Bah oui, voilà, donc, comme disait Marie, être acteur de sa vie, et puis n'ayez pas peur, quoi. Vous avez votre place, vous aussi, et faites attention aussi aux deux défauts que je mentionnais plus haut. Ne soyez pas les cruches qu'on met devant les banderoles et qui ne font que ça, quoi. Engagez-vous à fond si vous vous engagez. Louise?
Moi, j'ai une seule chose à vous dire, c'est foncer. L'engagement militant est un des plus beaux combats de sa vie et un des plus beaux dons qu'on puisse faire à sa cause et ce qui vous mènera plus loin. Ce que j'ai appris en 1 an, je l'aurais jamais appris ailleurs. Donc foncez et engagez-vous. D'accord, merci. Pendant que je vous tiens, Alexandre, par rapport à Rébellion, c'est un petit glissement de sujet. Hein. C'est vrai qu'on s'éloigne du cœur du dossier, mais on vous a pas à Paris toutes les semaines, hein, quand même. Au niveau de Rébellion, quelles sont vos perspectives, que ce soit en termes de dossier ou en termes de diffusion? Disons que les objectifs du journal pour les mois à venir, c'est surtout renforcer la diffusion au niveau des abonnés. Donc essayer de faire un gros travail sur ça et aussi essayer d'ouvrir de nouveaux débats comme on a ouvert justement sur l'engagement féminin, essayer de creuser des thématiques qui paraissent oubliées de nos mouvances et surtout essayer de donner une voie droite à cette mouvance en la vertébrant, en lui donnant une structuration spirituelle, révolutionnaire, authentique. Donc c'est vrai que le journal en lui-même n'est qu'un outil. C'est une façon de passer des idées, de servir de support à l'action. Et donc, essayer à travers de cette publication de faire naître une communauté donc, de lecteurs, aussi de contributeurs. Donc, je profite justement d'avoir le micro pour appeler les auditeurs de Méridien Zéro, qui sont souvent aussi des lecteurs du journal, à nous envoyer leurs contributions, à nous faire remonter leurs idées d'articles, de thématiques. Et surtout... le rôle du journal, c'est maintenant d'être un outil pour une lutte autonome contre le système, donc au-delà des structures. Et je voudrais juste pour finir, je profite justement du micro aussi pour lancer un appel aux lecteurs de Rébellion pour soutenir Méridien Zéro, par leurs dons, par aussi tous les moyens qu'ils pourraient mettre en œuvre pour aider Méridien Zéro à rester cette voie libre et autonome qui est pour nous très importante. Bon, promis, hein, il n'a pas fait ça avec un pistolet sur la tempe. c'est des paroles totalement libres. Vous aviez un moment, vous aviez lancé des cercles Rébellion, des cercles de diffusion. Où est-ce que ça en est ? Disons que les cercles de diffusion étaient absorbés par l'organisation. Donc, lors de la création de l'organisation socialiste révolutionnaire, voici à peu près 5 ans, ils ont fusionné avec l'organisation. Et maintenant, c'est surtout des cercles visant à diffuser le journal localement. Donc, on fait un gros travail, pour essayer qu'au-delà, des librairies amies comme par exemple Facta, Contretemps à Paris ou d'autres librairies en province, avoir un réseau de kiosques, de maisons de la presse qui pourraient diffuser le journal. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est important, de terrain, qui est souvent laborieux, mais petit à petit on essaie de mettre en place, dans les grandes villes de France, des points de vente pour notre journal. C'est aussi l'aspect de diffusion du journal de façon militante dans les colloques, dans les réunions de notre sensibilité, et aussi sur le terrain, des actions concrètes du genre autocollage, affichage pour faire connaître le journal et l'organisation. Et aussi c'est définir des thématiques d'avant-garde par rapport même globalement à la mouvance dissidente pour essayer de l'orienter vers des prises de conscience de certaines thématiques qui lui sont complètement abstraites pour l'instant, en donnant toujours une orientation révolutionnaire européenne. D'accord. Alors oui, on trouvait Rébellion, hein, du joli temps où nous avions un local. Vous pouvez rappeler... Bon, le réseau librairie militante dans notre mouvance est quand même assez limité en France, hein, on le sait bien. Et lorsqu'il existe, il est aussi particulièrement attaqué. On peut rappeler les 2 attaques subies par Facta ces dernières semaines et ces derniers mois sur Paris, donc la librairie d'Emmanuel Ratier. Attaque d'ailleurs totalement impunie, alors même que dans le cas de la 2e, celle qui a eu lieu il y a quelques semaines, à la suite d'une manifestation Antifa sur Paris, les auteurs sont a priori identifiés par la police, comme le rappelle Emmanuel Ratier dans sa lettre. Ça veut dire que le cœur essentiel pour une revue comme la vôtre, ça reste l'abonnement. L'abonnement, quel prix, pour quelle périodicité ? Alors l'abonnement est fixé à 20 €, que vous soyez en France ou en Europe. Et c'est pour une périodicité de 6 numéros, donc à peu près 1 an de publication, vu que nous sortons tous les 2 mois. Et vous pouvez le contracter en nous envoyant votre chèque à notre boîte postale toulousaine. Donc c'est la boîte postale 62 124 31 020 Toulouse CEDEX 2. D'accord, très bien.
Cette émission s'achève. Nous espérons avoir en gros ouvert des réflexions intéressantes pour une bonne partie d'entre vous, et puis avoir créé quelques motivations parmi celles qui nous écoutent. Je vous remercie d'être monté, aussi bien Louise. Je vous remercie de m'avoir laissé la parole, et à toutes nos militantes, futures militantes, je dis bonne chance. Calaïs. Pareil, et au revoir du coup. Et que Marie. Merci à vous et merci à tous les auditeurs de Méridien Zéro de nous avoir écoutés. Très bien, merci à vous, une bonne soirée, et puis comme d'habitude, alors là pour le coup... Ah si, avant de lancer notre cri de guerre habituel, on va finir l'émission par une petite chanson de Boris Vian. Alors, c'est pas forcément, politiquement, c'est pas exactement évidemment notre courant, mais un certain nombre de ces chansons, aujourd'hui, on pourrait tout à fait s'y retrouver. Et donc une chanson de Boris Vian, chantée par Magali Noël, donc une chanteuse des années 80, des années 70-80, qui a beaucoup interprété de chansons de Boris Vian. Et vous allez voir, c'est un clin d'œil, c'est une jeune femme qui parle, et ses paroles collent tout à fait à ce que nous avons fait ce soir. Voilà. Et donc, pour tous, à l'abordage, et pas de quartier. Il y en a qui deviennent sergents ou marchands de peinture. Il y en a qui vendent des cure-dents ou des grosses voitures. Il y en a qui passent le week-end enfermés comme des patates. Mais moi, quand je serai grande, je serai pirate. Les pirates ont des tas de frégates, des sabres pointus et pas de cravate. Les pirates ont du poil aux pattes et une tête de mort sur les omoplates. Les pirates ont des jambes de bois et de gros saphirs luisent à leurs doigts. Les pirates ont des nez vermeils et des anneaux d'or pendus aux oreilles. Ils vont sur la mer par bon vent arrière et montent à l'abordage avec des cris sauvages. Tuent les matelots, flanquent les corps à l'eau et kidnappent des fillettes pour leur compter fleurettes. Les pirates ont de gros mousquets, des tonneaux de poudre et des perroquets. Les pirates sont borgnés d'un œil et leur pauvre maman est toujours en deuil. J'ai grandi, c'était forcé et je vis à Pigalle. Je tiens un petit café réservé au mâles. C'est des garçons bien gentils, ils cassent pas une assiette plate. Ils font bosser les souris, les derniers pirates. Les pirates ne payent pas d'impôts et se font des tatouages sur les biscottos. Les pirates vivent au jour le jour, ça les empêche pas de se faire du velours. Les pirates ont des chapeaux noirs et versent le fric à plein arrosoir. Les pirates aiment la bagarre et règlent leurs comptes sur le coin d'un bar. Ils montent à Paris dans les boîtes de nuit, ramassent des pucelles pour rénover le cheptel, payent les argousins pour protéger le turbin, font bosser les gonzesses et leur bottent les fesses. Les pirates sont tous d'Ajaccio et n'ont peur de rien, sinon du boulot. Les pirates qui ont tout ramassé font de la politique et deviennent députés. Faut les pendre en haut du grand mât. Quel est